Et nous sommes en live. Bonsoir et bienvenue sur l'espace conférence en ligne de la Maison de la Prévention Santé. Vous pourrez interagir durant la conférence qui va suivre via le chat YouTube ou bien sur la messagerie de la Maison de la Prévention, dont je vous donne l'adresse mail maison.prévention.santé@mairie-narbonne.fr. Aujourd'hui, nous accueillons Marilyn Biazon, diététicienne nutritionniste à la ville de Narbonne, qui va nous parler des bienfaits des micronutriments. Bonsoir Marilyn. Bonsoir Sandrine. Bonjour à La tous. parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre pour ces visioconférences, dans l'attente de pouvoir nous retrouver en face à face. Je vais reprendre aujourd'hui les bases d'une présentation que j'avais déjà faite il y a 1 an et demi, avec quelques variations, donc toutes mes excuses par avance à ceux qui ont déjà entendu certaines de ces informations. Voilà, mais ça me semblait important de reprendre les bases, étant donné ce nouveau format, et peut-être pour les nouveaux arrivés dans notre cercle de discussion autour de la nutrition santé. Sachez également que je prévois de faire une seconde présentation, parce qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu dur de parler de tous les micronutriments, enfin, ce sera de toute façon impossible. Mais voilà, j'ai choisi de scinder et de faire 2 parties. Donc le prochain rendez-vous, c'est jeudi 29 avril, à la même heure, pour aborder la suite. Alors, avant de commencer, je voudrais rappeler un point important. Les informations qui sont partagées ici sont d'une part organisées à partir de mon point de vue, donc subjectif, et d'autre part, elles sont destinées au collectif, en prévention. Donc ce n'est pas adapté au profil particulier de chacun de vous, et notamment dans le cas de maladie. Là, on parle vraiment plutôt de prise en charge et de choses qui se fait auprès de votre médecin. Aujourd'hui, on parle vraiment de données générales, peut-être à prendre en considération plutôt en prévention. Nous pouvons vraiment entendre aujourd'hui ces éléments comme une occasion de faire vivre la question de l'alimentation santé, loin d'être définitivement tranchée et qui ne se substitue pas au parcours de soins individuels. C'est ce que je disais, ni médical, ni paramédical. Et malheureusement, nous sommes aujourd'hui privés de la seconde partie de nos rencontres qui nous permettait habituellement d'échanger. Donc, comme disait Sandrine, n'hésitez pas, tant que vous le pouvez, à faire vos commentaires dans le chat, à poser des questions, ou autrement, à écrire à l'adresse mail qui s'affiche sur l'écran. Sandrine guette vos remarques et vos questions pour pouvoir les transmettre à la fin et que ça puisse faire un petit échange. Voilà. Alors, pour commencer, je vous propose de partir d'éléments de connaissance des micronutriments, avant d'aborder la question de l'appauvrissement nutritionnel de notre alimentation, et puis de finir avec des précisions sur des micronutriments en particulier. Le magnésium, la vitamine D, le zinc et le fer. Et donc, on pourra voir d'autres micronutriments à la fois prochaine. Donc, commençons à partir des éléments de définition et de connaissance des micronutriments. Et en premier lieu, de la découverte des vitamines. Si les maladies liées aux carences en vitamines sont décrites depuis l'Antiquité, c'est au XVIIIe siècle que plusieurs d'entre elles trouvent leur traitement dans l'alimentation, et précisées ultérieurement au XXe siècle par la découverte moléculaire vraiment précisément des vitamines. Nous allons parler un petit peu de 2 vitamines. La première qui a été découverte, la vitamine B1, et puis la vitamine C. Dans l'exemple de la vitamine B1, nous partons en Chine 3 siècles avant notre ère, période durant laquelle il est déjà observé chez les malades de grande fatigue, un amaigrissement, des œdèmes, des engourdissements des membres, pouvant aller jusqu'à la paralysie et même le décès. C'est ensuite en 1630, donc très longtemps après, quasiment 20 siècles après, que Jacob de Bondt, médecin néerlandais en mission en Indonésie, décrira le beriberi. Le médecin naval japonais, Takaki Kanehiro, comprit que la maladie était liée à une carence nutritionnelle, en observant que le beriberi était absent des marines occidentales. Et il fit remplacer le riz par de l'orge, tout en augmentant les rations de viande et de légumes, ce qui eut pour effet de faire chuter la mortalité due au beriberi dans la flotte japonaise.
Mais à ce moment-là, il ne savait toujours pas pour quelle raison. Et puis, Christian Eschkman, à la fin du XIXe siècle, comprit par hasard la cause du béret-béret, en observant chez des poulets nourris au riz blanc, plutôt qu'au riz complet, qu'il y avait une différence entre les animaux. Il pensait initialement que la maladie était provoquée par une toxine présente dans le riz blanc, et dont l'action était inhibée par une antitoxine présente dans le son, c'est l'enveloppe du riz. Mais c'est le biochimiste Kazimierz Funk qui comprit le premier que la maladie provenait d'une carence nutritionnelle, corrigée donc lorsqu'on consomme du riz complet. Et donc dans l'enveloppe du riz, le péricarde, eh bien, on trouve de la vitamine B1. Et ce biochimiste isola la vitamine, la découvrit et il reçut un prix Nobel de physiologie en 1929 pour cela. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la maladie sévit toujours, notamment dans des lieux où la malnutrition perdure, bien sûr. Désolée, on a eu un petit souci technique. Donc là, logiquement, la connexion est rétablie. Et on devait être arrêté au moment où on parlait du fait que les aliments, en fait, contiennent énormément de substances différentes. Donc, la science ne sait pas tout décrire, hein. Aujourd'hui, on pense qu'une pomme contient 400 substances différentes, mais ce n'est qu'un début peut-être. Donc, cela donne l'occasion d'appuyer l'idée selon laquelle la complémentation vitaminique en comprimé ne remplace vraiment aucunement une bonne alimentation. Elle peut aider dans des cas bien précis, bien entendu, et notamment dans le cas de pathologie. Mais bon, voilà. Nous, en prévention, aujourd'hui, rappelons-nous plutôt de ça. L'important, c'est de compléter ces carences ou d'essayer d'obtenir des bons ratios vitaminiques avec une bonne alimentation. Les micronutriments jouent des rôles extrêmement divers et très spécifiques dans l'organisme. Des rôles d'une grande importance la plupart du temps, comme on a pu s'en rendre compte avec la vitamine B1 et la vitamine C. Donc, diapositive 3. Les micronutriments sont répartis, classés de la façon suivante. Donc, il y a des vitamines liposolubles, A, D, E, K1, K2, des vitamines hydrosolubles, B, B1, B2, B3, jusqu'à B12, vitamine C. Puis il y a des minéraux, sodium, potassium, phosphore, magnésium, calcium, fer, et des oligoéléments. Les oligoéléments, ils sont présents en très petite quantité, mais ils sont semblables aux minéraux, voilà, parce que ce sont des atomes de la même façon. Donc c'est le zinc, le cuivre, le chrome, le sélénium, le manganèse, l'iode. On trouve également dans les micronutriments des acides aminés, les 9 essentiels. Donc j'en cite seulement 3, histidine, leucine, isoleucine. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Nous, on en a décrit, il a été décrit que 9 étaient vraiment indispensables. Et puis, selon les classifications, on peut trouver également dans les micronutriments les acides gras essentiels, les enzymes, les polyphénols. Voilà. Alors, à quoi servent ces micronutriments, dont on entend bien qu'ils sont très importants, puisqu'en manquer de façon conséquente peut nous rendre malades? Les fonctions sont extrêmement variables, d'une molécule à une autre, mais pour chercher à comprendre le concept général, je voudrais prendre l'exemple du magnésium, avec la diapositive 4, et l'image d'une clé. Donc vous savez sans doute qu'une cellule est une entité de base qui compose chaque tissu, chaque organe dans notre corps. Chacune ayant sa forme particulière et son utilité spécifique. Ici, on voit une cellule neutre schématisée avec sa membrane qui délimite la cellule, son noyau qui contient l'ADN, une sorte de code nécessaire à la construction des protéines, et puis ses mitochondries. Donc, ce sont des sortes d'usines à création d'énergie, indispensables au fonctionnement de toutes les cellules. Et si on avance en diapositive 5, nous pouvons nous imaginer que nous nous situons dans la mitochondrie.
Et vous voyez, bon, c'est un diagramme un petit peu complexe, mais c'est pour comprendre la généralité de l'idée, que l'énergie est produite principalement à partir du glucose, lui-même issu des glucides de notre alimentation, mais dans une sorte de dégradation des molécules en cascade, dont chaque étape nécessite une molécule de magnésium. Une clé. Pas de passage à l'étape d'après sans magnésium. Pas de production d'énergie du tout, même s'il y a du glucose. Donc voilà, montrer l'importance d'une des fonctions du magnésium, puisqu'il a bien d'autres fonctions. Alors maintenant que nous avons développé l'histoire, la composition et l'utilité générale des micronutriments, nous pouvons nous demander ce qu'il en est de la qualité micronutritionnelle de notre alimentation, aujourd'hui, et en France en particulier. Les aliments que nous mangeons en contiennent-ils toujours autant? Que sait-on de la consommation en micronutriments des Français? Évidemment, les apports micronutritionnels de notre alimentation dépendent de ce que l'on mange. Mais il faut savoir qu'ils peuvent également être altérés par des maladies de l'absorption intestinale. Vous savez à quel point sans doute le fonctionnement du microbiote intestinal attire l'attention des nutritionnistes ces derniers temps. Et puis il faut rappeler que les aliments eux-mêmes, de par la modification des procédés de production et de fabrication, ont subi un appauvrissement de leur teneur nutritionnelle. Donc un exemple, toujours avec la pomme, si je mange une pomme aujourd'hui, ce n'est pas comme quand je mangeais une pomme il y a 50 ans. Elle ne m'apporte pas la même chose. Cela est dû à l'augmentation des produits raffinés, on élimine l'enveloppe des céréales par exemple, qui est nutritive, à l'appauvrissement des sols en minéraux, qui se répercutent sur les céréales et les fruits et légumes, on amende la terre de façon moins qualitative, la transformation des molécules par les procédés industriels, exemple les graisses trans, mais aussi on fabrique des aliments à calories vides. Donc là, en diapositive 6, on va pouvoir parler de ce concept de la calorie vide, qui est la représentation par excellence de la densité nutritionnelle. C'est-à-dire que l'on se demande pour une calorie d'aliment, combien nous allons avoir de micronutriments véhiculés dans ce calorie d'aliment. À gauche, on peut voir les aliments à calories vides qui ont une densité nutritionnelle faible. Ce sont les aliments très transformés, souvent très riches en énergie, issus d'ingrédients de base raffinés, par exemple les chips, les sodas, les biscuits, beaucoup d'aliments que l'on trouve dans les fast-foods, les aliments industriels en gros. À droite, les aliments à calories pleines ont une densité nutritionnelle élevée. Ce sont tous les aliments riches en minéraux, vitamines, oligo-éléments. En tout premier lieu, les fruits et légumes bien sûr, mais aussi le poisson, les viandes, le fromage, les céréales semi-complètes, etc. Ce sont les aliments bruts, en somme. Et nous pouvons souligner un paradoxe étonnant, c'est la situation dans laquelle une personne peut se trouver être trop nourrie, entre guillemets, par excès d'énergie, souvent dû sucre, graisse, nourriture très transformée, à calories vides, tout en étant en carence micronutritionnelle, c'est-à-dire malnutrie, avec des déficits de minéraux et de vitamines indispensables à l'organisme, qui s'avèrent plus souvent être un cercle vicieux. Je m'explique. Admettons que pour plein de raisons très différentes, dont la sollicitation environnementale et sociétale, une personne mange plus que nécessaire, et notamment des aliments particulièrement transformés et pauvres en micronutriments. Admettons que cette personne, d'année en année, prenne des kilos, devienne en surpoids, et qu'elle creuse ses carences en vitamines et minéraux en même temps. Eh bien, une théorie propose de penser qu'un tel organisme pourrait alors se mettre en mode économie, en mode besoin, ce qui ferait augmenter son appétit, activer ses fonctions de stockage, de manière à favoriser, logiquement, si l'alimentation est saine, l'ingestion des micronutriments qui sont manquants. Cela coïnciderait en tout cas avec ce qui est observé suite à des régimes amaigrissement draconiens répétitifs, ou peut-être après des grossesses qui ont beaucoup puisé dans les réserves en vitamines et en minéraux. Donc, piste d'exploration à ne pas négliger, à mon avis, dans le cas du surpoids. Voilà. Bien vérifier
qu'il n'y ait pas des déficits micronutritionnels qui aient tendance à entretenir ce surpoids. Alors, que sait-on des carences les plus fréquemment rencontrées dans la population française ? Depuis une trentaine d'années, 4 grandes enquêtes alimentaires ont cherché à mesurer les apports alimentaires des Français. Vitamines, minéraux et statut biologique. Ces enquêtes sont Evitaf, Études de Bourgogne, Enquête du Val-de-Marne, Études Suvimax. Elles ont toutes montré qu'une partie de la population française ne parvient pas à recevoir les doses suffisantes de certaines vitamines et minéraux. Si l'on compare les apports réels aux apports nutritionnels conseillés, des parts importantes de la population se trouvent en dessous des recommandations. Cependant, il est vrai que les apports nutritionnels conseillés ne sont pas un bon repère puisqu'ils sont un peu surévalués par rapport aux besoins nutritionnels moyens, afin d'être sûr de couvrir les besoins de 97% de la population. C'est pourquoi ces études ont également fait des comparaisons entre les réels apports et les 2/3 des apports nutritionnels conseillés. Valeur qui caractérise un risque élevé de déficit, tout comme la moitié des ANC, a fortiori. Donc si l'on examine les valeurs biologiques, le compte n'y est toujours pas. C'est notamment le cas pour les vitamines B1, B2, B6, C, D et E, pour le magnésium, le fer et le zinc. Donc regardons en diapositive 7 quelques-uns des résultats de ces enquêtes. J'ai vraiment fait une synthèse, j'ai gardé les valeurs les plus conséquentes. Voilà. L'idée, c'est de se rendre compte que c'est pas parce qu'on est français qu'on ne manque de rien et qu'on a quand même des carences. Si vous voulez voir les détails précis de ces enquêtes, bien sûr, vous les trouverez sur Internet, sans souci. Donc, par exemple, pour la vitamine B1, il est observé que 30 à 50% des femmes reçoivent moins de 2/3 des apports nutritionnels conseillés. Et c'est un tout petit peu moins chez les hommes. La vitamine B6, 28% des femmes n'arrivent pas à la moitié des ANC, donc quand même une femme sur 3. La vitamine D, en hiver, les Français consomment en moyenne 3 microgrammes par jour de cette vitamine. C'est 3 fois moins que l'ANC en vigueur à l'époque, 10 microgrammes par jour, et c'est 20 fois moins que les apports conseillés par les meilleurs spécialistes mondiaux, puisque vous savez qu'il y a une grande discussion autour de la vitamine D et qu'on est en train de penser qu'il en faudrait beaucoup plus que ce qu'on pensait jusque-là. 87% des hommes et 91% des femmes ont moins de la moitié de ces ANC, qui étaient déjà à l'époque, vous avez vu, peut-être un peu sous-estimés. La vitamine E, 40 à 90% des personnes sont en dessous des 2/3 des ANC. Et jusqu'à 17% en dessous du tiers des apports nutritionnels conseillés. Donc là, c'est vraiment catastrophique. Le magnésium, 23% des hommes et 18% des femmes reçoivent moins de 2/3 des ANC. Le fer, la carence touche plutôt les femmes, avec 45% des femmes, donc quasiment une femme sur 2. Et le zinc, on peut voir que ça touche toute la population, 18 à 25% des enfants, 25 à 50% des adolescentes et des hommes adultes, 57 à 73% des adolescentes et des femmes adultes. Je pense que je me suis trompée, c'est 25 à 50% des adolescents et des hommes adultes, et 57 à 79% des adolescentes et des femmes adultes. Donc poursuivons. Alors, comment savoir si on a un déficit en micronutriments ? Tout d'abord, il y a des signes qui peuvent être surveillés. Une paupière qui saute, on a sans doute tous déjà eu ça par manque un petit peu de magnésium. Une peau sèche, de la fatigue, des ongles cassants, des aftes, de la fatigue, oui, donc je l'ai dit. Mais seule une consultation avec un spécialiste en micronutrition ou un médecin peut permettre de vraiment prendre la mesure du déficit et de trouver des solutions personnalisées. Ça se fait souvent à partir d'un questionnaire
d'un relevé alimentaire et c'est souvent précisé par une prise de sang. Les médecins traitants ont également une vigilance par rapport à votre âge et à votre sexe. Voilà, parce que vous savez, vous avez vu plus haut que selon les tranches d'âge et selon qu'on est un homme ou une femme, eh bien, on est plus ou moins enclin à avoir certaines carences. Alors, pour finir, je voudrais passer à la loupe 4 micronutriments. 4 micronutriments qui font particulièrement défaut chez les Français. C'est pas du tout les seuls, mais comme je vous disais, il me semblait que c'était pas mal pour aujourd'hui de s'en arrêter là, et donc on fera une autre série de micronutriments le 29 avril. Donc le magnésium, la vitamine D, le zinc et le fer. Prenons la diapositive 8. On va voir donc que le magnésium fait partie des éléments minéraux indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Il agit en association étroite avec le sodium, le potassium et le calcium, avec lesquels il doit rester en équilibre dans l'organisme. Il se retrouve dans les os, les dents, mais également dans les muscles, les cellules et le foie. Son rôle est capital. Il permet, nous l'avons vu, la production d'énergie dans toutes les cellules. Donc déjà, rien que pour ça, c'est extrêmement conséquent. Mais il joue aussi dans la régulation du rythme cardiaque, dans le fonctionnement des muscles, et il entre en jeu dans la transmission de l'influx nerveux, impactant sur la mémoire et sur l'apprentissage. En diapositive 9, on peut voir les sources du magnésium, et que pour combler une éventuelle carence, il faut se diriger vers des légumes verts à feuilles, des algues, des fruits de mer, des haricots, le cacao, des amandes, des graines, tournesol, sésame et des épices. Voilà, je ne vous passe pas en revue la liste exacte des aliments les plus riches en magnésium, mais en tout cas, voilà, pareil, ce sont des sources que vous pouvez facilement trouver. Diapositive 10. Selon un rapport de l'Académie de médecine française, près de 80% de la population occidentale et presque toutes les personnes âgées seraient déficientes en vitamine D. Car passé un certain âge, l'organisme ne synthétise plus la vitamine D aussi facilement. Les végétaliens sont également à risque de carence. La vitamine D intervient dans l'absorption du calcium et du phosphore par les intestins, puis dans la réabsorption par les reins. Indispensable à la croissance durant la petite enfance, elle assure le maintien du capital osseux à l'âge adulte. 80% de nos besoins sont synthétisés sous l'action des rayonnements UVB du soleil, et le reste doit être puisé dans l'alimentation. Les symptômes d'une carence en vitamine D sont la fatigue, la faiblesse musculaire, la peau sèche, les douleurs osseuses et les crampes. Évidemment, ces symptômes, ce n'est pas parce qu'on les a qu'on a une carence en vitamine D, ça peut aussi être dû à d'autres choses. Chez les enfants, la carence en vitamine D entraîne le rachitisme, qui se caractérise par des retards du développement moteur et de la croissance, le défaut des fontanelles, etc. Chez l'adulte, la carence en vitamine D entraîne l'ostéoporose, l'ostéomalacie ou encore des caries dentaires. Elle serait un facteur de risque pour le développement des cancers. L'hiver, en tout cas, lorsque vous n'avez pas la possibilité d'être exposé au soleil, il faut opter pour un régime riche en vitamine D. Les aliments riches en vitamine D sont par exemple l'huile de foie de morue, la truite, le foie de veau ou encore les poissons gras, sardines, thon, saumon, hareng, maquereau, le jaune d'œuf, les champignons, le beurre et le lait. Passons maintenant au zinc. En diapositive 11, donc l'organisme a besoin de très peu de zinc. Mais cet apport est essentiel et de nombreuses personnes souffriraient de carence en zinc sans le savoir. Le zinc joue un rôle important dans la croissance, la réponse immunitaire, les fonctions neurologiques et reproductives. Il participe à la synthèse de l'ADN et aux protéines. Il joue également un rôle dans la modulation de l'humeur, dans l'apprentissage, ainsi que dans la vision, le goût et l'odorat. Vous avez vu l'étendue des fonctions d'une seule molécule. Enfin, il intervient dans le processus de coagulation sanguine,
dans les fonctions de l'hormone thyroïdienne, ainsi que dans le métabolisme de l'insuline. Donc on trouve du zinc en grande partie dans les huîtres, la viande rouge, les graines de sésame. On en trouve aussi dans les légumineuses, dans les noix, les poissons, les céréales complètes et les levures diététiques. Quand je dis huîtres, on peut également ouvrir aux fruits de mer en général. Notez que le zinc apporté par les aliments d'origine animale est 2 fois mieux absorbé que le zinc d'origine végétale. Donc si on a une carence, c'est pas mal de se diriger plutôt vers ça, si on le peut. Parlons maintenant du fer, qui a un rôle fondamental dans la constitution de l'hémoglobine, dans la constitution de la myoglobine également, contenue dans les muscles, et également dans celle de nombreuses enzymes indispensables au fonctionnement de l'organisme. Il est présent en très petite quantité, celui-ci aussi, et pourtant il est très important. Une partie de ce fer est éliminée chaque jour, et davantage chez les femmes. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir un apport en fer régulier, et encore une fois, davantage chez les femmes. La carence en fer peut se traduire par de la fatigue, une chute des cheveux, une réduction de la capacité physique et intellectuelle, une diminution de la résistance aux infections, des troubles de la régulation thermique. En cas de carence prononcée, on parle d'anémie fériprive, dont les symptômes sont les suivants: fatigue, intolérance à l'effort, dyspnée, palpitations, tachycardie, maux de tête, pâleur de la peau et des muqueuses, œdème au bas des jambes. Donc en diapositive 12, on voit les sources du fer, c'est-à-dire les viandes rouges, les abats, le boudin noir, le foie, les mollusques, les légumes verts, les œufs, les légumineuses, les pains et les céréales à grains entiers, et les farines également. À noter que l'absorption du fer est majorée quand il s'agit d'aliments animaux, et notamment en présence de vitamine C. Donc par exemple, si on mange du poivron à côté de son steak, eh ben, on favorise l'absorption du fer. Donc diapositive 13, pour conclure, je soulignerai l'importance de consommer ces aliments que j'appelle des concentrés de micronutriments. Vous avez vu qu'ils sont revenus plusieurs fois. Donc par exemple, les légumes feuilles, les fruits rouges, les choux, les légumineuses, les graines, les oléagineux, les levures, les fruits de mer, les huiles crues, première pression à froid, les épices également, les aromates. Donc tous ces groupes d'aliments sont des aliments particulièrement concentrés et qu'il est intéressant d'ajouter à son alimentation. Voilà. Pour moi, c'est là vraiment l'origine de cette fameuse idée diététique qu'il faut varier, parce qu'en fait, évidemment, si on ne va pas piocher un petit peu dans toutes les familles d'aliments, et notamment dans les fruits et légumes, eh bien, on va se priver de sources intéressantes en micronutriments différents. Et puis je voudrais également souligner qu'il faut bien rester vigilant avec la complémentation nutritionnelle et l'automédication. Favoriser au maximum l'alimentation, surtout en prévention, ce qu'on a dit tout à l'heure. En cas de carence avérée, d'être soutenu par son médecin. Voilà, ça permet de se complémenter correctement et d'éviter des surdosages ou peut-être aussi de dépenser son argent par les fenêtres. Je vous propose de nous retrouver le jeudi 29 à la même heure pour parler des autres micronutriments. Et je vous remercie sincèrement de votre attention.